Bienvenue à Sport 9 Laval, ici votre animateur Julien Tessier. Pour cette dernière émission de la saison hiver 2012, nous avons droit à une rétrospective des 10 émissions que nous avons tournées pour vous. Sans plus tarder, voici le basketball en fauteuil roulant, la natation ainsi que le iaido. Basketball en fauteuil roulant. C'est vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fois aux États-Unis et à l'hôpital de Stoke Mandeville au Royaume-Uni, que des soldats blessés à la guerre ont joué pour la première fois à des sports collectifs en fauteuil roulant. Le basketball en fauteuil roulant suit les règles de la Fédération internationale de basketball amateur, adapté par la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant. Un match est divisé en 4 périodes, quart-temps de 10 minutes chacune. Chaque équipe est composée de 5 membres. Le but de chaque équipe est, comme au basketball normal, de marquer le plus grand nombre de paniers. La natation est la méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se mouvoir dans l'eau sans autre force propulsive que leur propre énergie. La natation regroupe des activités diverses, comme le déplacement à la surface de l'eau et sous l'eau, plongée, natation synchronisée, le plongeon ou les jeux pratiqués dans l'eau. Elle se pratique en piscine, en eau libre, lac, mer ou en eau vive, torrent. La natation est un sport olympique depuis 1896 pour les hommes et depuis 1912 pour les femmes. Bien qu'il soit possible que les humains aient su nager dès la période préhistorique, il n'existe pas de preuves archéologiques dans ce domaine. Les premiers documents à ce sujet datent approximativement de 4500 ans avant Jésus-Christ et proviennent d'Égypte, de Grèce, d'Assyrie et de Rome. On enseignait la natation aux citoyens romains dès leur enfance. Il n'y a aujourd'hui que 4 techniques de nage normalisées à des fins compétitives par l'institution sportive et enseignées couramment. Le papillon, le dos crawlé, la brasse et le crawl. Il existe cependant de nombreux autres styles, dont certains ont été enseignés dans le passé en natation. La nage la plus rapide est le crawl, très utilisé en nage libre, mis au point par John Arthur Trojan en 1873 en s'inspirant de la technique utilisée par certains Amérindiens. Les origines de l'aïdo remontent au Moyen Âge japonais, à la période des guerres entre le 14e et le 17e siècle. La sécurité était précaire et le guerrier portait en permanence le katana, passé dans la ceinture, le tranchant tourné vers le haut. Le guerrier avait remarqué que lors d'attaques imprévues, au détour d'un carrefour, à l'intérieur d'un bâtiment, c'est la rapidité avec laquelle on dégainait et on enchaînait une contre-attaque qui permettait d'acquérir un avantage fondamental dans le combat. Alors, nous continuons l'émission avec une nouvelle concernant le club de natation Laval qui vous lance une invitation à venir encourager les jeunes athlètes au Collège Laval du 22 au 24 juin prochain. Cette compétition est de niveau provincial 1. Alors, poursuivons notre rétrospective avec le baseball sur neige ainsi que le bootcamp avec M. Daniel Gauthier. Salut, ici Jean-Marc, je suis en compagnie aujourd'hui de M. Louis Proulx, entraîneur de l'équipe de Vimont-Auteuil, pardonnez-moi. Oui, l'équipe Montail, oui. Vous apprêtez à jouer un match dans les prochains instants? Oui, on joue le match qui commence dans une dizaine de minutes. Vous, à la base, êtes-vous un entraîneur de baseball régulier durant la saison plus d'été? Oui, moi, j'ai coaché 20 ans l'été. Là, j'ai pris un petit break. J'ai 2 petits bébés chez nous. Mais l'hiver, ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'on fait ça à chaque année. Puis c'est une façon de changer ça un petit peu, là.
Ben justement, de changer ça, parlez-moi justement de la différence entre le baseball qu'on va dire régulier puis le baseball d'hiver comme aujourd'hui. Ben, c'est extrêmement rapide. On parle des matchs qui peuvent se jouer à peu près en 30 minutes. Comparé l'été, c'est des matchs de 2 heures, 2 heures et quart. Puis les règlements sont faits en conséquence. Donc, on a très peu de temps entre les manches pour se préparer. Puis ça fait du jeu qui est plus le fun, qui est plus excitant pour tout le monde aussi, là. C'est bon. À ce niveau-là, justement, est-ce que l'équipement change? Justement, est-ce que les jeunes doivent avoir des plus grands gants, des plus grandes mittes pour pouvoir insérer des gants pour pas avoir froid? Ou... Non, c'est les mêmes mittes. On met des petits gants. Puis les différences, c'est que vu que c'est très, très rapide, il n'y a pas de casque de frappeur. C'est une balle qui est molle un petit peu. Puis il faut que chaque joueur ait toujours un gant, la tuque, l'équipement complet. Bien, justement, l'idée de départ du baseball d'hiver, est-ce que c'est né plus ici au Québec? C'est un sport canadien? En fait, c'est né ici à Vimonteuil. C'est un meeting à un moment donné de baseball d'été. Puis il y a une des personnes qui a avancé ça comme idée. Puis on a trouvé ça drôle, mais on a comme vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis depuis ce temps-là, nous-mêmes, on s'amuse beaucoup à organiser ça, préparer ça. Puis par les commentaires, vous allez entendre, tout le monde adore ça. Ceux qui connaissent pas ça, qui viennent ici, peut-être de reculons en disant baseball l'hiver, là, ils ressortent d'ici en racontant ça comme une très, très belle expérience. Vous dites que ça fait déjà 7-8 ans que vous êtes coach de baseball d'hiver. Vous étiez là depuis les tout débuts, de bord de la naissance du sport, en quelque sorte? Oui, au début, moi, j'étais le coach de Vimonteuil, puis je l'ai été à chaque année là, depuis 7 ans. Là. Et justement, est-ce que le nombre d'inscriptions va vous faire connaître le sport? Comme là, il y a des équipes de Montréal, de Laval, Vimonteuil. Est-ce que ça commence à un peu grandir, justement, à gagner des adeptes? Ou... Bien, je pense que oui, on a eu des équipes, une équipe de Rimouski déjà. On a eu des équipes de Lanaudière. Je pense que le mot se passe, puis c'est très intéressant pour tout le monde, ouais. C'est plus... c'est compétitif comme toujours, mais quoi, est-ce qu'il y a un aspect plus que les gens sont justement ludiques à ça, qu'on joue dans la neige en même temps? Ou... Absolument. Vous allez beaucoup moins entendre des parents ou des coachs passer des commentaires désagréables parce que l'emphase première, c'est de s'amuser. Naturellement, il y a quelque chose au bout. Donc, je pense que les jeunes sont peut-être plus intéressés ou moins nerveux peut-être dans ça aussi. Merci, M. Proulx. Bon succès à votre équipe pour aujourd'hui. Merci. Le baseball. Le baseball est un sport collectif dérivé de même racine que le cricket. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des gants pour rattraper la balle. Les origines du baseball prêtent à controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont été codifiées en 1845. C'est bien toutefois aux États-Unis que ce sport s'organise et se structure. Le premier championnat y voit le jour dès 1857-1858. Le professionnalisme est autorisé à partir de 1869 et la Ligue nationale est créée en 1876. Une rencontre de baseball se joue avec 2 équipes qui alternent en défense et en attaque. 9 joueurs se trouvent sur le terrain en défense. Un lanceur, un receveur et 7 autres joueurs. Une partie se joue en 9 manches. La manche prend fin quand 3 batteurs sont éliminés. En cas d'égalité après 9 manches, on joue d'autres manches pour départager les 2 équipes. Par tradition, c'est toujours l'équipe qui reçoit qui passe en attaque après l'équipe visiteur. Je suis maintenant en compagnie de Jean-Philippe. Quel est ton rôle au sein de l'équipe de Vimonteuil? Assistant entraîneur. Assistant entraîneur, OK. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est, je pense, la 8e édition, je pense, du tournoi d'hiver, puis c'est ma 8e année. Là. Donc, à chaque année, là, on est là, on est présent, puis on donne du temps là, pour les jeunes. Là.
Ouais. Très bien. T'es toi-même un ancien joueur de baseball ou toujours actuel? Oui, non, je suis un ancien joueur de baseball, puis c'est malheureux parce que avoir été plus jeune, c'est sûr, j'aurais participé à ça. Mais non, c'est correct, là, je donne mon temps en tant que coach, puis essayer un peu de les placer parce qu'une journée comme aujourd'hui, là, en hiver, c'est pas très commun. C'est pas évident. C'est pas très commun, mais aujourd'hui, en tout cas, la température est clémente, justement, c'est agréable pour ça. Oui, puis on est chanceux à chaque année. On a toujours eu de la belle température, jamais de grosses tempêtes. Puis encore aujourd'hui, Dame Nature nous a choyés aujourd'hui, c'est sûr. Jean-Philippe, est-ce que tu participes, qu'est-ce qui est à l'organisation du tournoi comme tel ou c'est plus l'entraînement de l'équipe? Non, moi, c'est plus l'entraînement. Ils ont déjà là, un bon staff de bénévoles là, en arrière de ça. Puis, chapeau, là, vraiment, là, la cantine à l'intérieur, tout ça, toute l'organisation, là, à chaque année, c'est quelque chose de formidable. Mais justement, l'organisation d'un tournoi de baseball d'hiver, est-ce qu'il y a des changements? C'est quoi les différences comparées au tournoi qu'on peut avoir durant l'été? Bien évidemment, c'est toute l'organisation, c'est tout comment gérer le temps. On est quand même, il y a 8 équipes. Puis pour les dîners, les 8 équipes doivent manger dans 10 minutes. Donc ça fait beaucoup de hot dogs et de grilled cheese là, le midi. Là, disons qu'ils font un travail colossal à l'intérieur. C'est un peu, ouais, c'est une version express, un peu, là, c'est juste. Oui, tout à fait. Puis c'est ça. Puis le but aussi, c'est d'essayer de jouer des matchs le plus rapidement possible aussi. Le premier match, on l'a joué en 18 minutes. Là, ça a pris plus de temps parce que, disons que la partie a duré 9 manches. C'est quand même assez spectaculaire. Mais c'est ça. Là, on essaie de jouer le plus rapidement possible parce que le jeu de baseball, souvent, ce qu'on reproche, c'est que des fois, c'est trop long, des fois, là, les matchs. Et ce qu'on veut essayer de prouver ici, c'est qu'on peut essayer de jouer là, un match complet en dedans de 30 minutes. Puis ça, c'est intéressant pour les jeunes. Puis en même temps, ça garde au chaud, justement, se tenir tout le temps sur le qui-vive. Oui, ça, c'est sûr, parce que, bon, c'est pas si pire quand même avec le soleil là, aujourd'hui, là, mais c'est sûr qu'on les fait courir en masse. Disons que ce soir, ils vont faire des très beaux dodos. C'est ça. Ben, reposez-vous bien de votre côté aussi. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. En 1990, un vétéran américain de la Première Guerre en Irak, le sergent Ken Whitshirt, a l'audacieuse idée de lancer le premier fitness bootcamp. Sa devise, n'importe quel chiffre molle peut devenir une machine de guerre tout en muscles. Il connaît en tout cas un succès immédiat et, surprise, ce sont surtout des fans qui s'y bousculent. Programme spécial fesses en béton ou tablettes de chocolat. Les méthodes sont celles des Marines américaines. Autant dire que l'entraînement est rude, mais efficace. À raison de 2 séances d'1 heure par semaine, on peut déjà voir les premiers résultats en 1 mois seulement. Et à en peine 3 mois, votre silhouette et votre force mentale se seront transformées comme jamais auparavant en si peu de temps. À l'origine, le bootcamp désigne un type d'entraînement militaire de groupe effectué sous la direction d'un instructeur. L'objectif de ce type d'entraînement est une mise en condition physique rapide tout en renforçant la cohésion du groupe. Le dimanche 29 avril prochain, dès 8h30, il y aura une marche au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Si vous êtes intéressé à venir marcher ou tout simplement prendre de l'information, vous pouvez nous rejoindre au 450-663-4911 au poste 3. Alors nous continuons notre rétrospective avec Marco et Mathieu, des passionnés de hockey COSOM, ainsi que notre rendez-vous avec le soccer. Le street hockey, ou hockey-ball, dans sa version actuelle, est un sport jeune avec une histoire moderne très courte. Au Québec, l'appellation hockey COSOM est souvent utilisée. En fait, la compagnie Kramer est la première à avoir commercialisé l'équipement de hockey intérieur dans les années 1950. La marque de commerce employée était COSOM, donc l'expression hockey COSOM est apparue ainsi. Le hockey COSOM est la version canadienne du hockey en salle. Il se joue avec des crosses de hockey sur glace qui sont désignées par le terme bâton et la balle par le terme balle, et non palette ni rondelle, car c'est bien une balle soit orange et pleine, soit blanche avec des trous. C'est en effet en 1960 au Canada que fut créée la première ligne structurée, puis les États-Unis en 1970, l'Autriche, la Tchéquie et la Slovaquie dans les années 1980. Et enfin, dans les années 1990, la Finlande, l'Allemagne, le Japon et la Suisse. Aujourd'hui, ce sport est reconnu à l'échelle internationale avec plus de 33 pays.
Au plan international, ce sport se pratique entre 2 équipes de 5 joueurs de terrain et un gardien. Le nombre minimum de joueurs par équipe est de 11. Déjà, il y a plus de 4000 ans, au Japon et en Chine, des groupes d'hommes jouaient autour d'une boule en cuir. Le football ou soccer est un sport collectif opposant 2 équipes de 11 joueurs dans un stade. L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon sphérique dans le but adverse sans utiliser les bras et de le faire plus souvent que l'autre équipe. Le seul joueur autorisé à utiliser ses mains est le gardien de but. En cas de faute moins grave, un carton jaune peut être donné par l'arbitre au joueur fautif. Si ce joueur écope d'un second carton jaune au cours d'une même partie, il est expulsé. Le match dure 90 minutes en 2 mi-temps de 45 minutes, entrecoupées d'une pause de 15 minutes. Alors voici une autre nouvelle pour vous. Le samedi 28 avril dès 9h30, le réseau de bénévoles en action, en collaboration avec la ville de Laval, organise une cérémonie de reconnaissance en hommage aux jeunes bénévoles de 12 à 17 ans. Lors de l'événement, la ville de Laval remettra à chaque méritant un certificat d'attestation officiel reconnaissant leur précieuse contribution à la société. Alors, pour nous, voici les 3 derniers segments de notre saison hiver 2012, soit le curling, Tennis Laval ainsi que Acti Récré. Le curling proviendrait des immigrants flamands qui ont amené ce sport en Écosse au 15e siècle. C'est vers les années 1700 que les premières pierres rondes, avec poignées en fer, firent leur apparition. Le curling pouvait amener de violents conflits, ce qui entraîna l'apparition de règlements en 1716. La flexibilité, l'agilité, l'adresse, la précision, la justesse et la coordination sont les qualités physiques et les caractéristiques de l'athlète. Dans ce sport, tous les groupes musculaires sont sollicités. Chaque joueur a droit à 2 lancers. Tous les joueurs balaient à tour de rôle. C'est au 18e siècle que le curling fut introduit au Canada. Petite histoire de Tennis Laval. 1874. Naissance en Angleterre du tennis dans la forme que l'on connaît de nos jours. L'origine du mot tennis est « tenez », mot français pour indiquer la mise en jeu de la balle. 1912. Création de Tennis Québec. C'est au début des années 80 que l'Association régionale de tennis de Laval voit le jour. Après un règne de 20 ans, Mme Marie-Paul Clermont cède sa place à Gilles Kramer qui présidera, dès 2002, à l'organisation des championnats canadiens des moins de 18 ans au parc Saint-Victor, dans le secteur du Vernet, dans l'est de l'île. Par la suite, l'association se verra confier la gestion des installations de ce parc, ce qui lui permettra, désormais, d'offrir des cours et d'organiser des ligues et des tournois. 2004. Changement. L'association régionale devient Tennis Laval et ramène une femme à la présidence, Mme Annie Zakaïd, qui se chargera d'organiser 2 années consécutives des championnats canadiens des moins de 18 ans à Saint-Victor, ce qui lui vaudra un prix reconnaissance de Tennis Québec. 2008. M. Marius Brisson devient le 2e président de Tennis Laval. C'est pendant cette année que Tennis Laval se fait le promoteur de la construction de terrains de tennis en terre battue dans le quartier Sainte-Dorothée, dans l'ouest de l'île. Un ambitieux projet qui se concrétisera en 2009 grâce au soutien de la Ville de Laval et du ministère de l'Éducation, du Sport et des Loisirs et de nombreux partenaires privés. La coordination du projet, assumée par M. Jean-Guy Morin, permettra à Tennis Laval de voir, dorénavant, à la gestion de ces 5 nouveaux terrains au parc Couvrette, en plus de 6 terrains synthétiques du parc Saint-Victor. 2009. Création de l'Académie Eris Tennis Laval. Une organisation qui permet d'offrir une programmation axée sur la formation des jeunes et des moins jeunes, en plus d'un encadrement de qualité, non seulement pour la pratique libre du tennis, mais aussi pour les cours, les ligues et les nombreux tournois. Chaque année, l'Académie Eris Tennis Laval décerne les certificats d'honneur du programme François Godbout afin d'encourager la relève en tennis.
2012. Laval sera la région honorée lors de la cérémonie des prix reconnaissance de Tennis Québec. En juin prochain, au stade Uniprix, alors que l'Académie Eris, Tennis Laval, reconnaîtra le travail de 3 bâtisseurs et d'un athlète lavallois qui ont contribué à la promotion et au développement du tennis sur l'île Jésus. Alors, bienvenue à cette initiation au tennis. Nous sommes au Tennis 13. Je suis accompagné de Francis Foisy, entraîneur ici au Tennis 13. Je suis Serge Archambault, membre du conseil d'administration de Tennis Laval. Francis, on va faire comme si j'étais un adulte qui n'avait jamais joué au tennis. Alors, je veux que tu me montres les principaux rudiments. Puis, dans un deuxième temps, on va te voir en action avec des enfants de 6 ans. Et ça, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, on commence par quoi, Francis? Alors, première des choses, évidemment, c'est important de savoir si on est droitier ou gaucher. OK? Je suis droitier. Droitier est merveilleux. Donc, il s'agit de savoir aussi si au niveau du revers, vous voulez y aller à une main, 2 mains. Je pense que vous êtes décidé peut-être à y aller à une main. Oui. Au niveau du revers, parfait. Ce qu'on va faire, on va faire une drill, OK, qui ne sont pas trop compliquées. Dans le même exercice, vous allez faire autant le coup droit que le revers. OK. OK? Et puis, au lieu de commencer là, compliqué et tout, c'est vraiment une initiation, on va vraiment essayer d'y aller avec la base. Donc, avant de partir avec la technique, essayer d'avoir le meilleur coup droit technique au monde ou le meilleur revers technique au monde, on va y aller avec essayer de se placer le mieux possible à la balle avant de frapper. Mais comment on tient une raquette? J'entends souvent la question, c'est-tu, on se met comme ça, comme ça, comme ça? Parfait. Donc, je vais vous montrer ça. Évidemment, il y a des prises qui sont différentes au tennis, mais si on y va vraiment le plus simple possible, on va tenir la raquette au niveau du coup droit à une main. OK? Évidemment, pas de doigt qui dépasse ici comme ça. On essaie de tenir la raquette le plus en bas possible. Si la main dépasse un petit peu ici à l'extérieur, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Donc là, déjà, on a réglé la prise au niveau du coup droit. Au niveau du revers, ça va être le même principe. OK? Juste peut-être tourner la raquette un petit peu plus au niveau du revers. OK? Parfait. Il n'y a pas le doigt qui dépasse, ça dépasse ici. Parfait, c'est merveilleux. Donc, les niveaux de la prise au niveau du coup droit et du revers, c'est correct. Déjà. Excellent. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un exercice. On va tout aller se placer à 3/4 de terrain. Évidemment, on ne se placera pas en fond de terrain. OK? On va commencer à 3/4, ça va probablement être plus simple. OK? Donc, juste à me suivre. On va être rendu au fond. On va y aller avec 3 revers. Donc, dans le même exercice, on va faire autant le coup droit que le revers. Parfait. Ça marche, c'est toujours une main sur ton revers. Excellent. Ça marche? Oui. Parfait. Parfait. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, juste pour dire qu'on a une petite intention en frappant, juste pas dire j'envoie la balle dans le bleu simplement, je vais essayer de viser un petit peu plus profond. OK? Donc, toutes les balles qui vont tomber en arrière des cônes, on va dire que c'est une bonne balle. Parfait. OK? Je rappelle le but de l'exercice, bien s'arrêter de côté avant de frapper les 3 balles. Même chose sur le revers ensuite. Ça marche? On y va, c'est parti. Hop! OK, allez, on s'arrête bien comme il faut avant de frapper. Et la 3e. Alors, maintenant sur le revers, même chose. On va y aller à 2 balles, tiens. On va y aller à 2 balles. 1, et un petit peu plus loin. 2, bien arrêté avant de frapper. Parfait. On continue sur le coup droit. Bien de côté, bien arrêté avant de frapper. Parfait. Hop, on arrête bien comme il faut. Excellent. Acti-Récré. Créé il y a 10 ans par M. Jean-François Trottier, Acti-Récré a pour objectif de créer un monde plus solitaire grâce à une meilleure compréhension de soi et de l'autre. Les élèves décident du projet d'engagement communautaire qu'ils veulent. Tout au long de l'année, les rencontres sportives sont encadrées par des arbitres, pour la plupart de 6e année. S'il survient un problème, un adulte peut intervenir. Acti-Récré aide les enfants à développer leur habilité sociale tout au long de l'année en organisant et animant les activités sportives lors des récréations. Lorsque les enfants ont bien géré l'espace de jeu, ils obtiennent des points d'harmonie. Un engagement volontaire des élèves permet d'obtenir une moyenne de plus de 94 % des points harmonie aux récréations. Un tel projet se fait grâce à l'implication et l'excellent travail des adultes qui côtoient tous les jours ces jeunes. Enseignants, enseignantes, éducatrices et éducateurs. Chaque année, une cérémonie de reconnaissance est organisée pour souligner et féliciter les élèves qui se sont impliqués dans le projet Acti-Récré. Les adultes responsables du projet de chaque école montent sur scène pour présenter l'élève s'étant distingué par son engagement.
Ces lauréats vont expliquer en quoi consistait le projet à leur école et témoignent des bienfaits humains, personnels, sociaux et spirituels qu'Acti-Récré leur a transmis. Tous les élèves présents reçoivent un certificat de reconnaissance soulignant leur implication. Acti-Récré est là pour redonner à la récréation son vrai sens. S'amuser dans un climat agréable. Bonjour, je suis présentement à l'école Cœur-Soleil en compagnie de Jean-François Trottier. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites quoi? Moi, je suis animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire pour la commission scolaire. Oui. Et par l'engagement, donc le don de soi, on a parti un projet qui s'appelle Acti-Récré. Donc, il y a des jeunes qui donnent du temps pour d'autres jeunes pour gérer leur propre cours de récréation. Et c'est quoi l'objectif d'Acti-Récré? D'acquérir de l'harmonie. Aussi, c'est comme un immense laboratoire de vie, la récréation. Donc, on reproduit une petite société. Et dans cette petite société-là, ben, il y a des apprentissages qui se font pour l'individu et pour les autres. Ça a un impact quoi? Il n'y a plus d'harmonie sur les cours de récréation. Mais au-delà de ça, c'est que le jeune apprend à se découvrir et à prendre sa place avec dignité. Qui a eu cette initiative de partir ce projet au départ? Est-ce que c'est vous? À l'école de la Source, en 2003, on m'a demandé, dans le cadre de mon travail, si je pouvais gérer ou aider à gérer les cours de récréation. J'ai dit oui, mais la condition, c'est qu'il faut que ça vienne des élèves. Donc, pour des élèves, par les élèves. Depuis combien de temps ce programme existe-t-il? Donc, ça fait 9 ans. Puis à date, d'année en année, mais il y a de plus en plus d'élèves qui se joignent à ce projet-là. Et beaucoup d'écoles, j'imagine, il y en a combien? On est rendu à 9 écoles dans Quand la même, commission scolaire. beaucoup. Ouais. Et combien d'élèves de l'école Cœur-Soleil s'impliquent dans ce projet? J'essaie de dire de mémoire parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Je pense qu'à l'école ici, il y en aurait 55 qui sont des organisateurs pour 300-350 qui jouent de façon régulière. Wow. Et avez-vous vu une croissance au niveau de la participation des élèves, comme quand c'était nouveau à... maintenant? Oui, mais ça cesse de ça monte toujours dans l'école. Donc, on commence doucement pour s'assurer que les balises sont solides, mais doucement, les jeunes prennent de l'expérience. Ça fait des petits. Donc, je ne sais pas, une école, on peut commencer à 12 élèves responsables et doucement, par effet d'entraînement, ça devient de plus en plus gros. Étant donné aussi que le projet fonctionne depuis une dizaine d'années, l'expérience des élèves précédents a un impact sur les élèves futurs, ce qui fait que ça fait une petite boucle. Quels résultats observez-vous avec ce beau projet? Bien, dans l'ensemble des écoles, on est capable de mesurer le taux d'harmonie, c'est-à-dire des jeunes évaluent leur propre récréation, puis ça donne, je pourrais vous dire, 95% d'harmonie dans les récréations, évaluées par les propres élèves. Donc, le climat social est beaucoup plus agréable. Et pour le reste, c'est pas juste les occuper, c'est aussi prendre un temps d'arrêt pour réfléchir. Donc, une fois semaine, avec les responsables de chacune des écoles, on s'assure et on voit, on fait une mise au point au niveau humain, sur comment que ça s'est passé dans la semaine. Et là, les erreurs que les enfants font peuvent devenir des apprentissages. Un conflit, par exemple, peut devenir agréable s'il est bien géré. Ils apprennent beaucoup de ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Le but du projet. C'est d'apprendre au niveau humain. Oui. Et ça, c'est sans compter que dans chacune des écoles, il y a une équipe d'adultes qui s'occupe du projet en question pour pouvoir supporter les enfants à gérer leur propre récréation. Alors, merci beaucoup. Alors voilà, il m'a fait plaisir d'être avec vous pour cette saison hiver 2012 de Sport 9. Ne manquez pas prochainement Laval Estival qui débute le 10 mai prochain. Sinon, si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire, vous pouvez toujours nous rejoindre au www.tvrl.ca. Sinon, profitez de votre été.